Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, on est ensemble pour vous aider à faire votre choix. Pour qui allez-vous voter le 20 juin prochain ? Ce soir, gros plan sur l'Allier. Dans ce département, 19 cantons et donc 38 conseillères et conseillers départementaux à élire. Et pour débattre sur ce plateau, Claude Riboulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président sortant du conseil départemental, vous êtes de l'Union du centre et de la droite. Votre binôme s'appelle Anne Saint-Julien et dans votre canton de Commentry, vous vous présentez contre Josiane Auberger et Sylvain Bourdier. Voilà, on aperçoit la petite palette. Ils représentent la gauche et les Verts unis pour cette élection dans le département. Véronique Pouzadou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Gannat et conseillère départementale. Votre liste, vous êtes de l'Union du centre et de la droite. Votre binôme s'appelle André Bidault et dans votre canton de Gannat, vous vous présentez contre Aline Jeudy et Xavier Robert de la gauche et Quentin Julien et Viviane Monet pour le Rassemblement national. César Boujon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur, vous êtes du Rassemblement national. Votre binôme s'appelle Marie-Hélène van der Bogaert, j'espère que je prononce bien. C'est ça. Et dans votre canton de Dompierre-sur-Bèbre, vous vous présentez contre Fabrice Maridé et Isabelle Hussel de l'Union de la droite et du centre et Valérie Goubi et Pascal Vernis de l'Union de la gauche. Marie-Françoise Lacarin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Cressanges et conseillère départementale. Vous appartenez au Parti communiste. Votre binôme s'appelle Jean-Marc Dumont. Et dans votre canton de Souvigny, vous vous présentez contre Frédéric Verdier et Agnès Chaleton de l'Union de la droite et du centre. Et enfin, Arnaud Petley-Valero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans le milieu associatif, vous êtes écologiste. Votre binôme s'appelle Stéphanie Moubamba et dans votre canton de Vichy 2, vous vous présentez contre Romain Lopez et Evelyne Voitelier de l'Union du centre et de la droite. Et également, sur ce plateau viendront deux chroniqueurs, ils vont nous accompagner tout au long de ce débat. Et d'abord, Alexandre Châtenay de La Montagne. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors enfin, quand je dis que les présentations sont faites, pas exactement. On n'a pas présenté le plus important, le département de l'Allier, bien sûr, celui pour lequel vous êtes tous là ce soir, prêts à en découdre. Alors sa situation géographique, démographique, ses atouts, ses points faibles, on regarde tout de suite ce reportage préparé par Cyril Genet. Qui peut situer précisément l'Allier sur la carte de France? C'est au centre assurément, mais la préfecture, est-ce bien Moulins, Montluçon ou Vichy? Certains candidats au régional ont hésité. Ce manque de notoriété est un handicap pour ce département qui présente trois visages. Le bocage au centre et à l'ouest autour de Montluçon qui occupe presque les 2/3 du département. La plaine, plus à l'est où coule l'Allier, un territoire caractérisé par ses terres fertiles et agricoles. Et d'autre part la montagne bourbonnaise au sud du département qui surplombe la ville de Vichy. 442 mètres d'altitude au plus bas, 1287 mètres au puy de Montoncelle, le point culminant du département. L'Allier, champion de France de la vaccination, le 31 mai dernier, 51,1% des habitants avaient reçu au moins une première dose. C'est le premier département français à franchir ce cap d'un habitant sur deux ayant reçu cette fameuse première dose. Parmi les grands projets du département, le déploiement de la fibre optique pour apporter le très haut débit partout. Le programme devait être achevé en 2022 avec 3 ans d'avance sur le plan initial. Alors, on vient de parler de la vaccination. Je vais rebondir là-dessus. Justement, un premier petit tour de table rapide, parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Mais qu'avez-vous pensé de la gestion de la crise sanitaire dans le département? On va commencer par Arnaud Petley-Valero. Déjà, je pense qu'on peut s'en féliciter de voir ce taux important de vaccination sur le département. Ce qu'il faut féliciter, évidemment, c'est l'ensemble des acteurs, donc les élus, tous les élus du département, évidemment nos soignants, leur tirer encore un grand coup de chapeau pour toute cette mobilisation, tous les bénévoles, tous les agents territoriaux qui ont participé à cette réussite. Maintenant, évidemment, il ne faut pas considérer que le combat il est gagné. Il y a encore plein de monde à aller chercher, à aller convaincre, plein de monde malheureusement encore éloigné de la santé de manière globale. Et c'est pour ça que nous, on a, l'Allier nous unit, une proposition très concrète pour travailler cette question de la santé avec la création des centres de santé. Peut-être qu'on pourra en reparler. On pourra en reparler. Tout à l'heure. Marie-Françoise Lacarin.
Mais écoutez, je pense que ce qui vient d'être dit et partagé, c'est une belle réussite pour le département d'avoir effectivement réussi le challenge de la vaccination. Je pense que ça a été fait avec aussi l'implication très forte des collectivités locales et de nos hôpitaux, avec effectivement de tous les soignants. Oui, aujourd'hui, la question de la santé est une question très préoccupante pour les habitants, qui revient régulièrement dans la discussion et ce qu'ils souhaitent faire avancer. Il nous faut agir sur la prévention, il nous faut travailler sur la démographie médicale, ou s'ouvrir à la question des centres de santé. Ouais, ça fait partie de votre programme. Et Je vais passer la pouvoir parole salarier des médecins. à César Boujon. Qu'avez-vous pensé de la gestion de la crise sanitaire dans le département de l'Allier? Je pense que la gestion de la crise a été gérée comme il se devait. Les centres de vaccination ont été au point. C'est bien pour ça que le département est là où il y a le plus grand taux de vaccination en France, d'ailleurs. Donc il faut s'en féliciter et il ne faut pas s'arrêter. Véronique Pouzadou, très rapidement. Oui, une bonne gestion de crise, même si on a une pensée pour toutes les victimes de cette maladie. Gestion de crise exemplaire de la part de tous les professionnels de santé et de la part des collectivités territoriales. Et je remercie vraiment le département d'avoir été moteur sur cette vaccination mobile. Et justement, Claude Riboulet. On était le premier département en France à mettre en place la vaccination mobile dans la proximité, au cœur des cantons. C'est ce qui participe aussi au fait qu'on ait effectivement, depuis ces derniers jours, cette première place dans les départements les mieux vaccinés. Je remercie tous ceux qui ont contribué et j'ai une pensée particulière pour nos sapeurs-pompiers qui ont été très actifs, qui continueront de le rester tout l'été. Et oui, effectivement, quand on confie aux collectivités ces politiques-là, on voit que les résultats sont efficaces. Alors maintenant, je vais me tourner vers Alexandre Châtenay. Rebonjour, on vous a déjà présenté, mais vous êtes de La Montagne, le quotidien préféré de nos téléspectateurs, bien sûr, et vous êtes un spécialiste de l'Allier, on peut le dire. Vous êtes là ce soir pour nous éclairer. On va voir avec vous l'historique politique. Alors c'est très simple, dans le Bourbonnais, donc il compte 19 cantons, c'est devenu quasiment une tradition, on appelle ça le basculement. Donc depuis 1970, depuis 50 ans, le département a basculé à 7 reprises. Le premier basculement remonte à 1970, quand Jean Cluzel, donc le père fondateur de l'URB, est devenu président, mettant fin à 25 ans de règne de Georges Rougeron, donc, qui était socialiste. Plus récemment, et malgré le redécoupage électoral de 2014, ce goût pour le changement de la majorité ne s'est pas tari, et il s'est confirmé encore 6 ans après. Donc après avoir perdu le département en 2008, l'URB l'a reconquis en 2015, et toujours à quelques voix près. Il s'agissait du canton de Bourbon-Sérilly, qui a été remporté par l'ancien sénateur Gérard Deriot pour 40 petites voix. L'URB, c'était l'Union du Bourbonnais, donc c'est l'Union on le rappelle. républicaine du Bourbonnais, donc c'est le centre droit, la majorité actuelle. Donc en 2021, la situation est très simple. L'URB, donc le centre droit, compte 10 cantons, l'Union de la gauche 9. On voit bien que cette majorité ne tient qu'à un fil, donc sur un canton. Et l'inconnu pour ce prochain scrutin, ça sera vraiment la participation. On a aussi quelques épisodes qui pourraient jouer pendant cette élection. Je pense notamment à la mise en retrait du Rassemblement national, notamment la mise en retrait du référent départemental Jean-Pierre Sigaud, qui vient d'être démis de ses fonctions pour avoir osé critiquer publiquement le parachutage de candidats dans l'Allier. Alors, une menace plane sur ce scrutin, c'est l'abstention. Lors des dernières départementales, la participation n'avait pas été non plus très très forte. On était à 53% pour le premier et le second tour. Donc, après 6 ans, est-ce que le nombre d'électeurs va augmenter, baisser ? Est-ce que les gens ne vont pas être tentés, à cause de la pandémie, de ne pas aller aux urnes ? En plus, on est à la veille des vacances. Donc là, c'est vraiment une incertitude qui laisse planer beaucoup de doutes. Et on ne se risquera pas à certains pronostics. Oui, beaucoup de doutes, notamment pour les cantons. Notamment avec vous, Claude Riboulet. Effectivement, rien n'est joué. C'est qui le plan B chez vous, si vous n'êtes pas réélu ? Écoutez, pour la présidence, vous voulez dire ? Écoutez, bon, on va déjà laisser passer les élections, on verra. Et puis, auquel cas, il appartiendra au groupe majoritaire, si nous restons majoritaires, de pouvoir désigner quelqu'un d'autre si d'aventure, effectivement, les électeurs ne me faisaient pas confiance une nouvelle fois. Pour l'instant, je crois qu'on n'en est pas là. Ce qui est certain, c'est que je crois que tous, notre seul adversaire, le plus redoutable, c'est effectivement l'abstention. La participation, c'est ce qui nous donne de la légitimité. Et après, c'est ce qui évite aussi aux gens de se réveiller le lundi matin en se disant « Ah, quand même, je ne pensais pas que ça aurait donné ce résultat-là ». Alors, on ne pouvait pas accueillir tout le monde, bien sûr, sur ce plateau. Et on a demandé à Bernard Pozzuoli de bien vouloir nous parler de son programme. Bernard Pozzuoli, c'est le leader du Parti socialiste dans le département. Écoutez.
Nous voulons notamment développer un grand plan d'urgence pour les EHPAD et pour le maintien à domicile. Nous voulons développer les structures d'accueil de la petite enfance qui sont très insuffisantes dans l'Allier, rétablir un vrai projet culturel et pas simplement le patrimoine et les lumières, mais aussi les acteurs culturels, les lieux culturels. Nous voulons rétablir l'aide au permis de conduire pour les jeunes, car les jeunes ce n'est pas que le collège. Nous voulons mettre en place un plan territorial alimentaire avec les produits locaux. Voilà toutes ces propositions, parmi d'autres, qui nous ont permis d'aller ensemble à ces départementales 2021. Voilà, donc Bernard Pozzoli, qui a pour binôme Juliette Vers. En face, dans ce canton de Montluçon 4, il y a la France Insoumise avec Michel Beaune et Fathi Taillard, et les Républicains avec Émilie Emery-Provost et Romain Lefebvre. Donc je reviens sur les propos de Bernard Pozzoli, et là on va passer à la première thématique de ce débat, l'attractivité. Voilà, Bernard Pozzoli qui par ensemble voulait dire avec les Verts, puisque je vous le rappelle, le PS et les écologistes se sont unis dans leur programme. Un mot sur la culture qui participe à l'attractivité du département. Alors justement, après les pompiers, c'est le plus petit budget du département à l'heure actuelle, 37,2 millions d'euros dépensés pour l'attractivité. Ça n'était pas une priorité, Claude Riboulet? De classer les masses budgétaires comme ça, je pense surtout que ce n'est pas un bon indicateur. On n'a jamais autant fait pour l'attractivité. Sauf que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le problème de l'Allier, c'est qu'il est méconnu. Et il est méconnu parce qu'il faut d'abord qu'on retrouve de la fierté. Parce que malheureusement, on n'était pas forcément les meilleurs ambassadeurs de notre propre territoire. Et simplement, en donnant le nom officiel aux habitants de l'Allier, Bourbonnaises et Bourbonnais, en lançant ces spectacles de lumière pour que chacun se réapproprie cette identité, cette histoire, cette culture, la cultive avec fierté, c'est ce qui nous permet maintenant d'être des ambassadeurs. Techniquement, on a aussi créé une agence départementale d'attractivité. Moi, j'ai un seul élément. Bien avant le Covid, le nombre de maisons dans l'Allier qui se vendent est en augmentation. On voit effectivement, parce qu'on perçoit aussi les frais de notaire, qu'il y a plus d'acquisitions depuis 2 ans qu'il n'y en avait pas avant. Donc dire qu'aujourd'hui on a perdu de l'attractivité, j'en suis pas convaincu. Quand je vois le PAL qui vient de réinvestir 17 millions d'euros pour créer un hôtel absolument magnifique dans son parc, quand je vois les entreprises qu'on a accompagnées et qui ont permis de préserver plus de 500 emplois quand ils font des travaux d'immobilier, je ne crois pas qu'on puisse dire de façon radicale, sauf être dans le déclinisme, que l'Allier a perdu de l'attractivité. J'ai même tendance à penser que c'est tout le contraire. Alors on va faire un petit tour de table, justement, n'hésitez pas à réagir, je rappelle que c'est un débat. Est-ce que vous avez des propositions en ce qui concerne l'attractivité du territoire? César Boujon, par exemple. L'attractivité de l'Allier, elle va peut-être être mise en cause avec la construction de la nouvelle RCEA, enfin l'A79 qu'ils sont en train de modifier. Pourquoi elle serait remise en cause? Ils estiment qu'il va y avoir plus de passages sur les communes du Donjon, la Palisse, jusqu'à Vichy. Que les gens vont essayer d'éviter de prendre l'autoroute en déviant par les nationales. Donc peut-être que les maisons, comme le disait souvent, les maisons qui vont être placées le bord de la nationale vont être plus difficiles à vendre, et s'il y a beaucoup plus de circulation, peut-être que l'attrait du département va baisser. Et pour faire rayonner justement ce territoire, est-ce que vous avez prévu des choses dans votre programme? Pour le moment, il y a plein de choses qui sont prévues, qui sont au programme. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, on ne peut pas leur reprocher ça, oui, pour le département. Alors après, le désenclavement, c'est possible. Attirer du monde dans le département, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de choses magnifiques à visiter dans le département, et ça, faudrait y mettre en avant. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Marie-Françoise Lacarin, par exemple, par rapport à l'attractivité, quelles sont vos propositions? Pour nous, je commencerai par dire le département a des atouts que nous seuls avons. Nous avons l'histoire des Bourbons, nous avons la rivière Allier et la démarche Ramsar qui pourrait lui donner un label extraordinaire. Nous avons Vichy avec la candidature de l'UNESCO, un patrimoine exceptionnel. Il y a un patrimoine culturel également, pour faire rapide sur ces éléments-là. Oui, moi j'ai noté que vous vouliez lancer une campagne offensive de promotion des atouts de notre territoire. C'est un peu compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que, tout à l'heure on parlait de fierté, mais cette fierté, il faut la cultiver. Il faut que vraiment les Bourbonnais s'approprient leur patrimoine et que l'on soit à l'avant-garde de la communication sur l'ensemble de ce qui fait notre richesse, ce qui fait notre particularité. Aujourd'hui, beaucoup de gens des villes ont envie de campagne, se tournent vers l'Allier.
regardent de très près effectivement notre immobilier, font des investissements sur notre territoire. Il faut que ça se traduise par des habitants en plus. Nous avons perdu 5000 habitants sur le dernier temps. 5000 habitants, c'est beaucoup. À quelle date, Madame Lacarin? Là, sur le dernier recensement. Recensement 2017, Madame Lacarin, c'est-à-dire qu'il s'agit très concrètement de la perte d'habitants, conséquence de votre majorité. Que ce sont des habitants en moins pour nos communes, oui. Et qu'à ce titre-là, ça fait des enfants en moins dans nos écoles, et que globalement, ce sont des pertes qui comptent pour le territoire. La bataille des services publics est quelque chose d'important parce qu'il faut vivre dans un territoire qui est vivant. Et nous croyons que les infrastructures qui sont en train de se développer, que nous avons largement portées, et notamment la question de la RCA, va pouvoir irriguer notre territoire puisque nous sommes battus, je vous rappelle, pour que l'on puisse garder l'ensemble des échangeurs et ainsi irriguer notre territoire. Ça peut être une porte d'entrée importante sur le tourisme de notre département. On y reviendra tout à l'heure justement dans une partie consacrée au transport. Vous parlez également de nouvelles attentes issues de la crise sanitaire. Arnaud Petley-Valero, est-ce que vous avez des propositions justement sur ce thème-là ? Alors très clairement, on voit une envie en fait de nature. Le tourisme vert. De tourisme vert, mais aussi je pense d'habiter dans la nature. On voit aussi que le télétravail va se développer, donc on ne va pas forcément être obligé d'habiter à proximité de son lieu de travail, on va pouvoir développer les activités à distance. Et du coup, évidemment, moi je pense qu'en termes d'attractivité, et c'est ce qu'on défend, la priorité, ça doit être l'emploi. On doit tout faire pour développer l'emploi dans l'Allier. Et nous, notre programme est orienté très clairement là-dessus. Et l'emploi qui a du sens, et donc l'emploi va être développé grâce à la transition écologique. On veut vraiment mettre le paquet sur cet aspect-là et développer les emplois dans l'agriculture, dans l'isolation des logements, dans tous ces domaines-là. Après, je pense qu'il y a vraiment aussi, il faut le réaffirmer, l'attractivité, le bien vivre sur un territoire, c'est les services publics. C'est les services publics qu'il faut déjà développer, en créer de nouveaux, qui répondent aussi aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins, et surtout maintenir ceux qui sont déjà existants et qu'on ne cesse de mettre à mal depuis maintenant des années avec les différentes politiques gouvernementales. Donc il faut vraiment y mettre un frein. Et dernier point, je terminerai par là, l'accessibilité de notre département. C'est souvent ce que les gens regardent en fait quand ils cherchent à s'implanter sur un territoire, c'est l'accessibilité, et notamment l'accessibilité par le ferroviaire. Et malheureusement, dans l'Allier, c'est quand même catastrophique. On a des liaisons qui sont beaucoup trop longues. Je pense notamment les liaisons avec Lyon. 2 heures pour faire Vichy-Lyon, c'est beaucoup trop long. On doit mettre le paquet là-dessus, sur l'ouverture des petites lignes. Il y a des formidables initiatives sur RICOP qu'il faut absolument défendre. Thématique sur le transport. On a décidé d'adhérer à RICOP. On a même délibéré pour être actionnaire de RICOP. Donc c'est déjà fait en fait. C'est une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose qu'il faut développer, mais il ne faut pas considérer que c'est l'alpha et l'oméga non plus. Non, il ne faudra pas oublier les routes. Il ne faudra pas qu'on oublie le désenclavement routier, parce que le train, c'est effectivement un enjeu majeur. Mais on pense aussi que dans un territoire comme le nôtre, la voiture, c'est l'outil de déplacement du quotidien. D'ailleurs, quand on a rétabli le 90 km/h, on a plutôt des retours qui nous ont dit « vous avez bien fait, fort heureusement », que de gens qui nous ont dit « il fallait laisser la vitesse basse pour éviter de polluer » ou que sais-je encore. Le train, c'est un enjeu majeur. Le désenclavement routier, c'est le deuxième enjeu majeur. Je vois que c'est un sujet qui vous anime. On s'engage à ce que dans 10 ans, les travaux soient faits. Monsieur Riboulet. D'abord, on va accueillir Emmanuel Moreau de France Bleu Auvergne. On parlait de l'attractivité. C'est un des enjeux, effectivement, pour l'Allier, parce que c'est un département qui perd 1000 habitants par an. C'est ça ? Grosso modo. Alors, ce que viennent de dire les candidats me permet de commencer par une lapalissade, si vous permettez. S'il était plus connu, il serait reconnu. Car quoi de mieux que l'Allier, sinon le Bourbonnais. Seulement voilà, l'Allier, comme beaucoup de départements dits ruraux, c'est ce qu'on disait, il se vide petit à petit. Selon l'INSEE, au 1er janvier dernier, il y avait 337 171 Bourbonnais, donc grosso modo, 1 millier d'habitants en moins chaque année. Ça dépend des années, mais c'est de la tendance pour le département. Et c'est valable dans tous les territoires, en milieu rural comme dans les 3 grandes villes. Car il y a plus de décès que de naissances et le département n'attire pas assez de nouveaux habitants pour compenser ce déficit. Beaucoup de jeunes partent travailler ailleurs pour leurs études également. Et pour ne rien arranger, les Bourbonnais sont de plus en plus âgés puisque pratiquement la moitié de la population a au moins 50 ans. Et pour beaucoup de Français, ce qu'on disait aussi, l'Allier est en fait un département qu'ils ne font que traverser en voiture avec la RCA qui est enfin un chantier tellement attendu avec la Nationale 7 qui va bientôt permettre de relier Moulins à Paris intégralement en 2 fois 2 voies, ou alors dans des trains, on l'a dit, qui fonctionnent plus ou moins bien. Et pourtant, s'ils savaient, quoi de mieux que le Bourbonnais ?
Véronique Pouzedou, une petite réaction par rapport à ce constat? Oui, une petite réaction très simple. Certes, un constat de chiffres qui date de 2012-2015, mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas aller dans nos communes pour voir le dynamisme que l'on porte. Le département a investi 2 fois plus dans l'aménagement du territoire. Nos communes sont belles, elles sont dynamiques. Il y a le commerce de proximité qui reprend. Le très haut débit est là. On n'a pas attendu la crise pour s'adapter, mais aujourd'hui, il a les moyens d'avancer. Et c'est vrai que le département a aussi réinvesti à l'intérieur de chaque commune, que ce soit avec la Bourbonnette pour les services publics, que ce soit sur la culture, avec le Festival des Lumières, où voilà, on réintègre patrimoine, fierté, identité, développement économique, tourisme. Et puis aussi dire une chose importante, le département de l'Allier a voulu garder l'aide à l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, les entrepreneurs, quand ils viennent dans le territoire de l'Allier, le département aide, même si ce n'est pas notre compétence. Et ça, c'est important de consolider l'emploi dans notre département, des emplois multiples et variés, que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans le monde industriel, dans n'importe quelle branche économique. Le département est là. Donc voilà, un petit constat peut-être négatif sur le Bourbonnais, mais le Bourbonnais, je crois qu'il est connu. En tout cas, il est reconnu des habitants qui l'habitent et il est reconnu des touristes qui viennent et qui souhaitent s'installer. Donc moi, je suis plutôt positive sur une ruralité moderne et dynamique. Quel budget a consacré pendant le prochain mandat sur l'attractivité? Est-ce qu'il va augmenter? On était à 37,2 millions d'euros. Est-ce qu'il va augmenter? Je pense que l'attractivité est une thématique transversale. Il y a de l'attractivité dans chaque politique publique que l'on développe. C'est comme l'environnement, l'écologie. Dans chaque politique publique que l'on développe, c'est un budget transversal. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est nos 400 millions d'euros. Allez, on va revenir plutôt dans la thématique transport qui vous animait beaucoup. Ça y est, on y est, vous allez pouvoir vous exprimer sur ce sujet. On va parler de désenclavement et donc c'est la deuxième partie de notre émission. Alors là, je reprends les programmes à droite et au centre. On veut terminer le chantier de la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 7 d'ici 2030. C'est une compétence départementale, ça, Claude Riboulet? Elle va l'être dans le cadre de ce qu'on appelle le financement du contrat de plan État-région avec l'État sur le volet mobilité. Je rappelle que nos compétences partagées, c'est ça, pour que ce soit clair. Je rappelle que nos concurrents, dans le mandat précédent, pour justement mettre à 2 fois 2 voies, notamment la RN7, avaient généreusement mis 500 000 euros quand on parle d'un projet à 350 millions. Donc nous, on n'a pas de problème là-dessus. Avec la région, on mettra de l'argent pour, enfin, mettre à 2 fois 2 voies la RN7 dans l'Allier, quand bien même c'est une route nationale. Et si l'État met chez nous autant que ce qu'il a mis en Saône-et-Loire pour doubler la RCEA ou dans la Nièvre pour doubler la RN7, d'ici 2030, 100% du chantier est engagé. Mais il faut qu'il y ait une volonté forte et déterminée de la région et du département. Et en ce qui nous concerne, il n'y a aucune ambiguïté pour dire oui, on met de l'argent sur les routes, même quand elles sont nationales. Quel est le budget, du coup, global? Est-ce que c'est chiffré déjà? La RN7, c'est 354 millions, exactement. La mise à 2 fois 2 voies, 354 millions d'euros. Donc quand on demande 40 millions à l'État, c'est s'y payer tout. Et en 10 ans, c'est fait. Mais je le redis, nous, on mettra beaucoup plus que 500 000 euros, comme la dernière fois, le prix d'un rond-point, pour qu'enfin, on ait un désenclavement qui soit routier, totalement abouti dans l'Allier. César Boujon, tout à l'heure, vous parliez de la RCEA, qui allait certainement avoir un impact sur l'attractivité du département, en tout cas des endroits qui longent cette route. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut proposer contre des gens qui passent? On ne peut pas proposer grand-chose. Après, on peut peut-être en profiter du passage justement pour faire découvrir le département à tous ces gens. Et en leur expliquant le Bourbonnais, on a beaucoup d'églises, on a beaucoup de châteaux, on a beaucoup d'abbayes dans le Bourbonnais. On peut peut-être en profiter pour les faire s'arrêter et leur expliquer l'histoire du département et en profiter pour les faire adhérer au département. Il y a beaucoup de peut-être quand vous parlez. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Un projet, un programme? Le programme, il se fait avec les gens. On a un programme qui parle du désenclavement du département, qui parle de l'attrait du département envers les gens. On peut envisager plein de choses. Le département, il est vaste et chaque canton est différent dans le département. Après, nous, en étant au RN, on n'a pas forcément la majorité. On peut se rapprocher de la majorité pour faire des choses bien pour le département. C'est pas interdit. C'est une main tendue?
J'en sais rien. Écoutez, les élections ne sont pas passées. Aujourd'hui, je constate que si la main avait été tendue, il n'y aurait pas de candidats. Il y a des candidats contre nous. Nous, on soutient les candidats de l'Union républicaine pour le Bourbonnais, c'est tout. Et nous, on est les seuls à avoir des candidats sur tous les cantons, et tous les cantons sont prenables. Donc, en l'occurrence, notre majorité est claire et déterminée. Après, très clairement, si les Bourbonnaises et les Bourbonnais considèrent que ce qu'on a engagé va dans le bon sens, que ce qu'on propose, nous, de très concret, va dans le bon sens, les électeurs n'appartiennent à aucun parti politique. Donc, si les Bourbonnaises et les Bourbonnais, quelle que soit la sensibilité qui est la leur, pensent que la majorité actuelle a donné un cap et qu'il faut le tenir et le garder, le 20 juin, qu'ils votent pour les candidats de l'Union républicaine pour le Bourbonnais. Allez, un point qui va mettre d'accord tout le monde. Arrêtez-moi, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre pour plusieurs points. Sur la question des routes. L'engagement que nous avions pris par rapport, et la bataille que l'on avait conduite sur la RCEA, c'était aussi qu'en contrepartie, l'État avance sur la Nationale 7 et la mise à niveau de l'ensemble de cette route. Parce qu'aujourd'hui, le département de l'Allier avait un retard très important sur son désenclavement. L'effort qui a été fait sur la RCEA, ce que nous avons accepté sur la mise en concession, la contrepartie, c'était l'engagement de l'État pour avancer sur ce chantier. Ce que l'on constate quand même sur la mandature qui vient de se terminer, eh bien, les choses n'ont pas autant avancé que cela, alors que je pense que le département pouvait être le moteur, l'acteur, l'aiguillon pour solliciter l'État pour faire en sorte que les engagements qui avaient été tenus soient respectés. Se déplacer dans le département, c'est important. C'est important, il n'y a pas que la RCEA, il n'y a pas que la Nationale 7. Il y a aussi la qualité de nos routes départementales. Et sur cette question-là, nous, on a constaté qu'il y a eu un désengagement important en termes d'investissement et de travaux à faire. Et aujourd'hui, c'est une question qui revient de façon très prégnante dans les discussions que l'on a avec nos concitoyens sur cette question-là. Il y va aussi, c'est une question de sécurité pour l'ensemble des personnes qui roulent sur ces routes. Une réaction déjà oui, peut-être, Madame la question des routes est une question importante pour nous. Et je pense que, et pour le département, parce que ça participera à son attractivité. Oui, Quant à la question des cantons, on a présenté des candidats sur tous les cantons. Bien sûr que nous aussi, nous avons présenté des candidats sur 18 cantons sur 19. Le 19e, c'est une question de loyauté et de la manière dont nous avions travaillé ensemble avec les candidats de la Palisse. On va rester sur les transports. Une petite réaction par Véronique Pouzette. Vous avez un petit peu de retard dans le temps de parole. J'ai un petit peu de retard dans le temps de parole, mais pas dans les idées. Non, simplement, moi, je suis très heureuse que les routes soient d'importance pour tout le monde autour de cette table, parce que des fois, sur des programmes qu'on peut lire, il ne faut plus du tout investir dans les routes, et tout va passer sur la trottinette, sur le train, etc. Donc, je suis très heureuse que tout le monde se rende compte que dans le département de l'Allier, il faut donner une même chance qu'on habite le centre de Vichy ou l'habitant de Coutances. Aujourd'hui, 16 millions d'euros sur les routes. On va continuer d'investir. On continue. Il est vrai qu'il y a eu des dégâts aussi, sécheresse et autres, mais l'investissement sur l'importance de toutes nos routes est importante. D'ailleurs, la majorité URB a remis l'aide à la voirie pour toutes nos communes qui avait été supprimée par la majorité précédente. Une réaction à Arnaud Bettelet-Valéry. Merci. Moi, j'avoue que, comme Marie-Françoise Lacarin l'a indiqué, il y a beaucoup de caricatures et je le regrette. Déjà parce qu'il y a un constat. Est-ce qu'on peut se satisfaire à l'heure actuelle que la pollution atmosphérique aux particules fines tue 3 fois plus que le Covid? Est-ce qu'on peut se satisfaire que le transport en France émet 30% des gaz à effet de serre responsables directement du réchauffement climatique? On va, et on en paye déjà les conséquences très clairement. Et donc, dire que, comme le fait la majorité URB, aller vers le tout routier, c'est une erreur gravissime. Et nous, ce qu'on propose, évidemment, l'Allier est complètement en dépendance de la voiture. Évidemment, on ne peut pas se déplacer autrement qu'en voiture. Donc évidemment, ça serait irresponsable de dire aux habitants de l'Allier arrêtez d'utiliser leur voiture. C'est évidemment pas notre discours. J'aimerais aussi qu'on arrête les caricatures. Nous, ce qu'on demande, par contre, c'est que, évidemment, du coup, Marie-Françoise Lacarin l'a bien dit, il faut investir sur l'entretien des routes départementales qui sont dans un état lamentable. C'est vraiment ce qui nous a été... C'est pas caricatural, par contre. Non, ça n'est pas caricatural. Mais monsieur Riboulet, au nid de poule. En 2015, quand on était en campagne électorale, je faisais des photos sur la RD4, notamment entre Montaigu-en-Combraille et Montmarot, où ce qu'avait laissé la présente majorité, c'était des routes où c'était marqué « Attention, nid de poule, trou en formation ». Vous ne trouverez plus un panneau « Nid de poule, trou en formation ». Et vous nous dites qu'aujourd'hui, les routes sont dégradées ? Enfin, c'est se moquer du monde. Mais je pense qu'il y a un problème, Je pense qu'il y a un problème entre le papier et la réalité sur le terrain.
Allez rencontrer, je pense que vous y êtes en plus en contact, allez rencontrer les maires, allez discuter avec eux, ils vous diront l'état catastrophique des routes départementales, notamment sur le canton de Gannat. Alors là, on peut en parler sur le canton de Gannat, 41 communes, 500 km de routes départementales, on investit au fur et à mesure. On aide sur l'aide à la voirie communale qui aide aussi beaucoup nos routes. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Bah alors, allez continuera échanger l'investissement avec vos collègues élus sur le Et terrain. nous ne sommes pas. Alors, j'y vais tous les jours sur le terrain avec mes élus et j'ai pas trop de leçons à recevoir de ça. Enfin, Là, dans tous les cas, sur les nous, ce maires. qu'on voudrait aussi bien rappeler, Et c'est ne nous que il caricaturez faut pas parce que Rail absolument Club, c'est aussi le développer maire de les Gannat qui a postulé le alternatives. premier. Les alternatives à la voiture. Et c'est là la catastrophe dans l'Allier aussi, c'est qu'on n'investit absolument pas là-dessus. Et réfléchir aussi aux causes de l'obligation des personnes à se déplacer en Alors voiture. justement, on parle Est-ce des que demain, voitures, vous on va mettrez parler de de l'argent train. sur les routes nationales, oui ou non? Au-delà des 500 000 symboliques qui payaient un rond-point. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a lu, notamment dans La Montagne, où le parti que vous représentez, ou en tout cas la mouvance de pensée des écologistes, dit on ne mettra pas un centime sur les routes nationales, est-ce que vous, demain, si vous étiez la majorité, vous mettez ou pas de l'argent sur les routes nationales dans l'Allier? La question est simple. Et la question est simple, et la question, moi, ma réponse sera forcément complexe. Donc Puisque- vous mettez ou vous mettez pas de l'argent? La si. question n'est pas là. La Vous question, déclenchez la la question, question. non, Non, vous vous accélérez. Mais ça ne peut pas être qu'une question financière. Si, je vais pas vous refaire le constat qu'on a fait tout à l'heure. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire la circulation? Et penser comme vous le faites que l'alpha et l'oméga, c'est le tout routier, c'est une erreur stratégique. Ce qu'on pense. L'alpha et la Et en méga, c'est plus, une on parlait d'attractivité. multipolarité. Je ne pense pas qu'en termes d'attractivité, investir autant sur les routes et si peu sur les alternatives et sur les autres modes de déplacement, et notamment sur le ferroviaire, il faudra Alors, le faire en lien avec la région. On y arrive. Pardon, On parlait- excusez-moi, il y a des choses très Je vais simples. peut-être faire avancer le débat sur le train. Mais on va parce le que faire justement, on avancer. va parler de votre programme, Promis. monsieur Riboulet. Vous êtes dans l'incantation. Il faut que l'État fasse ci. Il faut qu'il se passe ça. La grosse différence, c'est que nous, on prend le destin en main. Et si on veut que l'État investisse sur les RN7, il faut que la collectivité mette au pot. Si on veut que l'État investisse sur le train, il faut qu'on y participe aussi dans le pacte régional pour l'Allier signé entre le département et la région. 1,5 million était prévu pour la ligne Montluçon-Bourges. Et moi, je suis prêt à ce qu'on continue de mettre des crédits sur la ligne Montluçon-Bourges. Et quand vous parlez d'attractivité, nous, par contre, il y a une industrialisation dont on ne veut pas, c'est celle des éoliennes. Alors, on va arriver au train, si vous le voulez bien. Dans le programme, justement, de l'URB, je note la réouverture de la ligne Lyon-Bordeaux avec un arrêt, notamment à Saint-Germain-des-Fossés. Alors, Saint-Germain-des-Fossés, c'est une grande gare qui a fermé. On l'appelle même la gare fantôme. C'était une des gares les plus importantes du centre de la France. Il faut faire machine arrière, c'est le cas de le dire, Véronique Pouzadou? Non, je ne crois pas qu'il faut faire machine arrière. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'ouverture du rail et donc une société coopérative qui souhaite investir sur cette ligne Bordeaux-Lyon. Et c'est une chance pour le département de l'Allier, Montluçon, Saint-Germain, Gannat. Voilà, des gares qui peuvent réouvrir. Une attractivité pour nos Bourbonnais et nos Bourbonnaises et une chance pour le tourisme aussi de venir dans notre beau département de l'Allier. Alors, je suis très à l'aise sur le sujet, vu que Gannat était la première collectivité de France à adhérer. Donc, pour montrer que, voilà, quand il y a des projets intéressants, dynamiques pour le département de l'Allier, nous, on répond positivement et le département est bien entendu sociétaire. C'est suffisant, ce programme, pour le rail, le ferroviaire? Alors, déjà rappeler que la compétence du transport ferroviaire, c'est la région. Donc la région, évidemment, il faut qu'elle investisse dans ce domaine-là, mais le département, bien sûr... ça n'est pas une compétence départementale. Est-ce que c'est une compétence partagée en revanche? Est-ce que vous pouvez œuvrer directement sur C'est une question de volonté politique. Volonté politique. Si on veut le faire, on y va. Il ne faut pas dire c'est la compétence de Pierre-Paul, Jacques ou Jean. Et moi, je le redis, on a prévu des crédits et on ira. Je pense que Arnaud Pelletier-Valérou, pardon. On ne peut pas simplement dire il y a des questions de compétences, mais il y a des questions d'urgence. Nous, sur la question du rail, nous avons voté ce rapport parce que nous avons considéré que face à la défaillance de l'État, il fallait agir dans l'intérêt des Bourbonnais. Les choses sont claires, mais nous continuerons à nous battre pour que, effectivement, à la fois l'État, à la fois la région, travaillent sur ce dossier. Et il serait normal que l'on puisse aller d'un point A à un point B au niveau de notre département en prenant le train de façon sécure, qui arrive à l'heure, avec du matériel qui correspond aux enjeux d'aujourd'hui. Cette question, elle est entière. Et je pense qu'aujourd'hui, alors on va me dire que c'est de l'incantation, mais n'empêche qu'aujourd'hui, à force de désengagement de l'État, des services publics sur un certain nombre de dossiers, nous arrivons à la situation dans laquelle où on se trouve, où effectivement, il nous appartient, parce que nous sommes des pragmatiques, de trouver des solutions, nous, pour faire avancer les choses.
Alors justement, quelles sont les Donc solutions? par rapport à cela, nous regarderons avec attention, effectivement, et nous bataillerons avec la région et avec l'État pour faire entendre cela. Je pense que quelque part, à force de prendre la place d'eux, finalement, le relais, on continue. Donc je pense qu'il faut que sur ces questions-là, le département, il doit être, et je ne vais pas faire de jeu de mots, mais la locomotive pour tirer les choses et faire en sorte que, effectivement, on reprenne à bras le corps ce dossier et qu'il se fasse des choses dans le département. On l'a gagné sur la RCA. Pourquoi on ne le gagnerait pas sur le rail? César Bougeot, une petite réaction sur le ferroviaire. Est-ce que vous avez des propositions? Je pense qu'ils ont dit déjà des bonnes choses dans ce qu'ils ont dit. On ne peut pas leur dire qu'ils ont tort. Vous êtes d'accord avec tout le monde sur ce plateau, sur le développement du rail? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on arrivera... Par exemple, vous êtes sur le canton de Dompierre, qui Oui. est desservi par le rail, sur la Oui. ligne Moulins par Elmonial et ensuite Lyon. Voilà, ouais. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous voyez les gens utiliser? Ou est-ce que ça reste malgré tout un service assez Non, peu fréquenté? c'est un service de niche, si on peut dire, en quelque sorte. Peu de monde l'utilise actuellement, car de toute façon, il faut prendre la voiture pour aller dans la gare, première chose. Donc après, nous, quand on habite sur le donjon, ou même à Dompierre, sur le canton, s'il faut prendre la voiture et faire un quart d'heure pour aller dans une gare, le problème, les gens, ils vont directement à leur lieu avec leur voiture directement. Aujourd'hui, il faudrait plus de gares, il faudrait plus d'arrêts, il faudrait plus de trains, il faudrait plus de budget, tout simplement. Alors parlons budget. Est-ce que c'est chiffré dans votre programme? Un budget transport, un budget rail? On n'a pas de budget fixe, non, on n'a pas fixé de budget. Mais bon, c'est surtout la région aussi à qui il faut voir avec, comme le disaient précédemment mes voisins. Mais tout se discute. Alors maintenant, on va parler transition écologique. Finalement, c'est le train qui nous y amène. Troisième et dernière partie, donc déjà de cette émission. Et on va commencer avec un thème qui vous agite beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, les éoliennes, l'éolien. Alors là, Claude Riboulet, je me tourne vers vous en premier. Vous êtes accusé par la gauche de ne pas être clair. Alors si vous le voulez bien, une question simple. Pour ou contre l'éolien? Contre. Un des marqueurs de nos potentiels du département de l'Allier du Bourbonnais, c'est nos patrimoines, au pluriel. Nos patrimoines bâtis historiques, nos patrimoines naturels diversifiés, montagne bourbonnaise, étang de la Sologne, gorge de la Sioule, gorge du Cher, l'Allier, la Bèbre, la Bouble, le Bocage, la forêt de Troncé, et patrimoine vivant. Vous parliez tout à l'heure d'attractivité. Aujourd'hui, ce dont nous, on est convaincus, c'est que c'est pas en mettant des éoliennes de 240 mètres qui vont totalement défigurer nos paysages qu'on va être attractif. Alors on va dire que c'est beau ou c'est pas beau. Eh bien ça ne veut pas dire forcément que c'est une belle réussite. Non, mais c'est pour préciser. Et voilà, vous en parlez d'autant plus que vous savez que toute la famille du côté de papa est de la montagne bourbonnaise, de la Guillermie, et quand je remonte là-haut, comme samedi dernier, j'en suis pas le premier avis. Alors moi, ma position est très simple, parce que les goûts et les couleurs, on peut en débattre. Dès que les éoliennes, ça sera beau autour du Mont-Saint-Michel, sur l'île de Ré, sur l'île de Léron, dans la baie de Cannes, sur les îles de l'Érins. Ça sera beau aussi en Bourbonnais. Mais tant que c'est moche là-bas, eh ben c'est moche chez nous. Alors, il faut le préciser, 200 à 250 mâts qui pourraient être implantés dans l'Allier. Véronique Pouzadou, votre position, elle est aussi claire? Ma position est aussi claire. La majorité URB est contre l'éolien. Arnaud Petelet-Valéron, on va rappeler que ce n'est pas une compétence départementale, mais il y a une symbolique derrière, derrière l'éolien, la préservation des paysages. Est-ce qu'il faut choisir justement entre éolien et préservation des paysages? On a l'impression que c'est le cas. Il faut choisir? Mais vous posez bien la question. Et moi, je pense qu'il faut absolument sortir de ce débat binaire. Est-ce qu'on est pour ou contre l'éolien? L'urgence climatique, elle nous oblige au développement des énergies renouvelables. Évidemment, il faut qu'on développe, et surtout sur notre territoire, pour qu'on ait une production d'énergie qui soit localisée, qui soit relocalisée sur le département. Et c'est ces alternatives, en fait, qu'il faut qu'on développe. Donc nous, très clairement, dans notre projet, oui, il faut développer les énergies renouvelables, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Et ça, c'est vraiment ce qu'on défend. Alors, et malheureusement, quand on a des positions très fermées sur les énergies renouvelables, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Il faut vraiment être dans l'apaisement. On peut pas être constamment en train de créer des polémiques stériles en mettant les gens les uns contre les autres. Nous, ce qu'on propose, parce qu'évidemment c'est notre priorité, la transition écologique et le développement durable, c'est l'apaisement.
et d'essayer de réfléchir tous ensemble à comment est-ce qu'on relève ce défi. Alors, une fois que c'est apaisé, est-ce que vous avez des idées à proposer? Et l'hydroélectricité, est-ce que par exemple vous cautionnez le courrier que vient d'envoyer la FRAN à la ministre Pompili pour bloquer le projet de micro-centrale hydroélectrique sur le pont-barrage à Vichy, où il y a déjà une passe à saumon, un observatoire pour les saumons migrateurs, le barrage est existant, il y a des travaux. La FRAN vient d'envoyer un courrier à la ministre pour qu'il n'y ait pas de microcentrale et qu'on ne fasse pas de l'hydroélectricité. Vous cautionnez ou vous cautionnez pas ce courrier qui veut interdire l'hydroélectricité sur le pont-barrage à Vichy? La FRAN est dans ce rôle de lanceur d'alerte. Donc c'est important que ces messages-là puissent être débattus et dits. Comme il est important de dire que oui, il faut de l'hydroélectricité et développer les énergies renouvelables. Donc des retenues d'eau aussi. Alors, ça c'est un... Parce qu'on ne fait pas d'hydroélectricité si on ne fait pas de barrage. Mais évidemment, moi ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que toute production d'énergie va créer des nuisances. Évidemment. Sauf que, voilà, il faut absolument développer les énergies renouvelables. Mais quelle nuisance êtes-vous prêt à accepter, à imposer pour votre programme? Ça doit être débattu dans l'apaisement, et c'est le rôle pour moi du département de chercher cet apaisement, de mettre tous les acteurs autour de la table, les associations environnementales, les collectifs citoyens, les riverains, les associations d'élus, les élus du territoire, et travailler tous ensemble à l'impérieuse nécessité de la transition écologique de notre territoire. Vous savez, monsieur, ce sont les projets d'éoliennes aujourd'hui qui nuisent à l'apaisement. C'est ces projets qui génèrent les cristallisations, les crispations. Le fait que les Bourbonnaises et les Bourbonnais ne sont plus dans l'acceptation de ces projets-là. C'est quand on nous annonce, comme vous l'avez rappelé, plus de 240 projets d'éoliens sur tout le département, que l'apaisement s'arrête immédiatement. Et que les gens qui ont une propriété sur laquelle il y a des normes des bâtiments de France, que ceux qui ont un beau paysage sur leur pas de porte, se sentent effectivement agressés. Donc vous parlez d'apaisement, mais c'est la démesure de ces projets aujourd'hui qui a tué justement cet esprit apaisé dans l'Allier. Mais du coup, est-ce qu'on continue d'attiser les braises comme vous le faites? C'est mortifère. On fait une pause, moratoire, on arrête. Et on dit non, stop. Plus de projets de cet ordre-là, effectivement, tant qu'après on n'a pas discuté. Mais qu'on ne devienne pas, ce qui est le cas aujourd'hui, la proie d'opérateurs, d'investisseurs dont on n'est même pas certain que dans 10 ou 15 ans, ça sera les mêmes qui n'auront pas revendu leurs parts, leurs actions, parce qu'il y a tout un business derrière ça aussi, il ne faut pas se mentir. Donc stop, moratoire, et ensuite on verra. Et tout à fait, oui, c'est pour ça que ce qui est intéressant, juste dernier point, ce qui est intéressant, ça serait de développer les initiatives locales de production d'énergie. Il y a des collectifs qui sont montés, je pense à Comme Toi à Vichy, je pense à Combrailles Durable, qui est plutôt sur les Combrailles. Il y a des initiatives à soutenir sur cette production citoyenne, beaucoup plus locale et dans le respect aussi de l'environnement. Marie-Françoise Lacarra, moi je rajouterais ce sujet-là, c'est un peu comme la question des routes et du rail, ça va être finalement les grands enjeux des années qui viennent devant nous. La question de la transition énergétique, il faut qu'à un moment donné, on s'empare de ce débat. Alors bien sûr que ça cristallise, parce qu'effectivement, si d'entrée de jeu on dit on est pour, on est contre, si on prend les choses par cette lorgnette-là, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas. On ne peut pas faire comme et ignorer le débat. Pourquoi aujourd'hui les communes s'intéressent à l'éolien et se laissent effectivement prendre au miroir aux alouettes? Parce qu'il y a un problème financier au niveau des communes et qu'ils y voient la possibilité d'avoir des ressources financières nouvelles. Je pense que quand on prend les choses comme ça, on n'est pas très bien et ça ne fera pas avancer le débat. Il faut que sur cette question-là, on ait le courage de se mettre autour de la table et de regarder concrètement qu'est-ce que l'on peut faire. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Où est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qui serait pertinent de porter? Mais ce n'est pas que de l'échelle du département. Sur ces questions énergétiques, il faut qu'on ait une réflexion aussi au niveau national. Moi, je suis désolée, mais à un moment donné, sur des sujets comme ça, eh bien, ça ne sera que si on avance à l'échelle nationale que l'on pourra véritablement poser les choses. Parce qu'après tout, moi aussi, je suis d'une région où j'ai vu fleurir des éoliennes sur le bas de la montagne Noire, sur le Minervois. J'avoue que quand je reviens dans mon département, j'ai un peu l'impression que je ne suis plus tout à fait chez moi. Mais voilà, et qu'il a perdu son attractivité, qu'il a perdu de son côté particulier et touristique. Je rajouterais quand même qu'au-delà de ce plan national, il faut qu'on ait vraiment, j'insiste, sur une vision globale sur le territoire français. Véronique, vous êtes... Oui, parce qu'on parle de produire de l'énergie tout le temps et on ne pose pas la bonne question. La principale énergie, c'est celle qu'on ne produit pas.
Et aujourd'hui, c'est Il bien faut les travailler politiques l'économie. aussi que nous menons. C'est toutes les économies d'énergie dans nos habitations, dans les logements, tout ce que l'on mène sur nos bâtiments publics. Nous le faisons, on est exemplaire au niveau du département et de notre 35 collèges. Voilà, on isole nos bâtiments Vous et parlez autres. de la rénovation thermique. Et rénovation dans votre thermique. programme. Donc déjà, on est dedans et on continue. Donc la principale économie, c'est vraiment l'énergie qu'on ne produit pas. Et ça, c'est important déjà de mener cette base. Après, la deuxième chose, oui, il faut des énergies renouvelables. Du photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation, les centrales hydroélectriques. Il y a une multitude de choses. Aujourd'hui, il faut juste se dire, dans notre Bourbonnais, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment les questions qu'on se pose. C'est les questions qu'on pose au niveau du département, c'est les questions qu'on pose avec les élus locaux. Les plans clair, air, territoire, énergie, PCAET pour ceux qui connaissent mieux. Voilà, on les pose avec nos conseillers communautaires, avec nos maires. Et il ne faut pas retenir que les maires ne veulent juste avoir des ressources, des énergies renouvelables pour faire finir leur budget. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre dans les communes. Oui, c'est des ressources complémentaires, mais nos maires sont des gens responsables et ils iront sur des projets responsables pour nos communes et pour notre Bourbonnais. Vous parlez de rénovation thermique, comment ça va se mettre en place ? Ça se met déjà en place. Déjà sur le plan de relance que nous avons pu faire, nous avons pu capter des financements européens. Donc l'économie d'énergie sur nos collèges vont être mis en place et puis on renouvelle nos collèges au fur et à mesure. Et puis c'est tout par l'aide à la pierre que nous menons au niveau du département sur les différents logements qu'il se passe avec les propriétaires bailleurs, les bailleurs et puis avec les propriétaires privés. Vous vouliez rajouter quelque chose, Claude Riboulet ? Non, Véronique a tout dit, mais enfin voilà, nous on dit qu'il faut que 100% de l'éclairage public des communes soit passé en LED d'ici la fin de ce mandat. On subventionne le syndicat départemental d'énergie qui est prêt à porter cette ambition, plus d'éclairage à incandescence d'ici la fin du mandat sur l'éclairage public des communes. C'est passer tous nos camions poids lourds, notamment des travaux sur les routes, à l'hydrogène, pour ne plus avoir effectivement de poids lourds au sein du département sur l'énergie fossile. C'est acté aussi dans le cadre du contrat de relance avec l'État, améliorer nos performances énergétiques. On vient de mettre en place du monitoring, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, pour déjà savoir combien on consomme sur l'ensemble des bâtiments du département. Donc c'est des choses simples, concrètes, efficaces. Ces propositions, Arnaud Petlé-Valero, ça va dans le bon sens ? C'est assez, c'est suffisant ? Non, évidemment que non. Ça n'est pas suffisant. Comme je ne veux pas paraphraser Nicolas Hulot, mais je crois que les petits pas ne suffisent pas. Et vraiment, il faut qu'on mette davantage que l'isolation des bâtiments soit une vraie priorité. Je pense qu'on a tout un travail. Et aussi, alors, tout est lié, ça rejoint aussi la question des déplacements. Notre aménagement a été construit sur l'étalement urbain. Et je pense que là, il y a une vraie question aussi de savoir comment est-ce qu'on relocalise nos activités, comment est-ce qu'on relocalise nos services davantage dans les centres-villes, les centres-bourgs, pour que les activités soient plus concentrées. Et comme ça, on évite aussi des déplacements et les coûts qui sont liés pour les habitants. Donc là, oui, il faut aller là-dessus. Il faut aussi, évidemment, accompagner les particuliers, les entreprises sur l'isolation des logements, parce qu'on parle des bâtiments départementaux et des collectivités territoriales, mais il faut aussi accompagner les usagers. Travailler sur des aides vraiment incitatives pour le renouvellement de leur chaudière, très concrètement, par exemple. Et puis aussi travailler sur la prévention et la sensibilisation. On a notamment la chance d'avoir la compétence collège. Donc ça me semblerait intéressant, qui est aussi, comme l'a rappelé Madame Pouzadou, évidemment, la priorité, ça doit être de réduire nos consommations d'électricité et d'eau. Et ça aussi, il y a de la sensibilisation à faire auprès des collégiens, mais aussi toutes les entreprises et les habitants. César Boujon, vous êtes donc agriculteur. La transition écologique, la préservation de l'environnement doivent être dans vos préoccupations principales, j'imagine. Qu'est-ce que vous proposez dans votre programme ? Aujourd'hui, on parle de rénovation énergétique comme pour les collèges, comme tout ça. Rénovation thermique ? Voilà, rénovation thermique. Pourquoi pas installer du photovoltaïque sur les bâtiments publics ? Ça peut être une option. Sur les collèges, sur les écoles, sur les gymnases, sur les mairies. Il y a plein de choses en alternance avec les éoliennes. Les éoliennes, d'accord, on est contre. Ça peut se comprendre. Si vous parliez tout à l'heure de l'intérêt et de l'attirance du département pour les gens extérieurs, si on rajoute 200 et quelques éoliennes dans le département, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de maisons qui vont se vendre. Mais bon. Après, le milieu agricole est très,
très avancé au niveau photovoltaïque. Il y a beaucoup de bâtiments photovoltaïques dans les exploitations agricoles. On peut continuer d'y développer. Il y a encore beaucoup de marchés, je pense, sur ce créneau-là. Et je pense qu'on peut encore produire beaucoup d'électricité verte de ce côté-là. Les circuits courts également, ça doit vous concerner directement. Vous faites partie d'une plateforme. Il y en a une qui s'appelle Agrilocal. Agrilocal, oui. Il y a une centaine d'adhérents, pas plus. Vous en faites partie en tant qu'agriculteur? Pourquoi? Pas du tout. C'est surtout réservé aux marchés, aux producteurs locaux. Et puis c'est surtout pour la vente directe. Donc bon, il faut laisser la place aux producteurs locaux, aux maraîchers, à ceux qui se sont diversifiés là-dedans. Aujourd'hui, je pense que c'est pas assez diversifié. C'est pas assez utilisé. Cette plateforme, elle est bien, c'est une très bonne initiative, mais elle est déjà peu connue. Et puis aujourd'hui, quand on voit tous les restaurants scolaires, toutes les cantines, toutes les maisons de retraite qui utilisent encore... Enfin, tout le monde devrait utiliser cette plateforme aujourd'hui dans le département. Claude Riboulet, c'est vous qui l'avez mis en place très rapidement. On arrive à la fin de cette émission. Une réponse à César Boujon. C'était sous la précédente mandature que ça a été mis en place. On l'avait voté à l'époque, on l'a développé. Oui. Bon, en un mot, le problème d'Agrilocal aujourd'hui, c'est la logistique. Faut pas se mentir, on n'est pas suffisamment bon sur le fait qu'entre la production, la transformation et la livraison, nos agriculteurs, leur métier, c'est pas de livrer. Donc là, il y a un gros point à faire. Deuxièmement, quand on est dans un département qui a 200 000 vaches, c'est pas non plus seulement la consommation locale qui va régler le problème du produit agricole de l'Allier. Troisièmement, on s'engage, nous, dans les collèges, ce qu'on maîtrise, 100% de produits circuits courts ou filière qualité. C'est-à-dire que par contre, effectivement, de continuer de consolider que dans nos cantines, on mange bien, on mange bon, on mange sûr, et ça sera aussi un accompagnement. Mais l'enjeu aujourd'hui de ce département, c'est aussi de retrouver de la valeur ajoutée pour l'activité agricole. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous. Le débat pourra continuer sur les réseaux sociaux ou d'ailleurs en coulisses. Merci. J'espère qu'on aura pu vous éclairer pour faire votre choix. Je le rappelle, rendez-vous dans les bureaux de vote les 20 et 27 juin prochains. Merci à tous les 5 d'être venus exposer vos idées, vos programmes sur ce plateau. Merci à mes confrères, Alexandre Châtenay de la Montagne et Emmanuel Moreau de France Bleu Auvergne de nous avoir apporté leur éclairage. Et merci aux équipes de France 3, bien sûr, pour leur travail. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir. Belle fin de soirée sur France 3. À très bientôt. Merci. Merci.